Et je me tourne vers mon dernier invité par téléphone. Est-ce que Pierre Cassan est parmi nous? Oui, très bien, parfait. J'écoute religieusement. Religieusement, le terme, je vous laisse la responsabilité de votre terme. C'est pas très laïque, ça. Ça n'a pas été choisi, notamment, vous êtes riposte religieuse maintenant, je crois. Vous avez changé de... Bon, si vous saviez tous les termes qui sont associés à riposte. Bonjour Monsieur Cassin. Bien, bonjour à tous. C'est Charles de Massieu que vous connaissez un petit peu, je crois, qui vous salue. J'ai le plaisir de connaître tous vos invités, donc je les salue. D'accord, écoutez, là, les salutations sont réciproques également. Alors donc, cher Pierre Cassan, vous organisez le 17 mars prochain à Rungis des assises de la France des Gilets jaunes. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus ? Alors oui, d'abord, le 17 mars, ça fera juste 4 mois que ce mouvement existe. Le mouvement des Gilets jaunes, oui. Oui, on peut penser, malgré tout, 17 novembre, malgré tout le travail du gouvernement, on peut penser que ce mouvement sera encore debout le 17 mars, que il sera temps d'abord d'en parler, d'en faire un bilan, mais surtout de tracer des perspectives, parce qu'un mouvement comme ça nous a quand même redonné un espoir. La France apparaissait un petit peu comme le cancre de l'Europe, dans un pays où il y avait quand même des révoltes identitaires par les votes, par les actions dans de nombreux pays, et on avait l'air de se dire mais tous les Français ils sont endormis, ils font rien. Ils sont des veaux. Et oui, il y en a qui disaient ça aussi, et finalement ce mouvement a montré que le peuple français avait encore, pour ceux qu'en doutaient, des capacités de révolte. Le terme c'est vers une nouvelle révolution. Et donc, après avoir organisé les assises internationales contre l'islamisation de nos pays, les assises pour la liberté d'expression, les assises sauvons notre pays, on s'est dit qu'il fallait réellement qu'on organise ces assises. On a pris cette décision il y a 2 mois. Et il y a 2 mois, bien sûr, on ne savait pas du tout ce que serait ce mouvement 2 mois plus tard. Donc, on peut approfondir cette discussion. On a essayé d'avoir des intervenants nouveaux, souvent différents de ceux qu'on a d'habitude et surtout très complémentaires. Alors vous, dans votre récent communiqué de presse, vous listez 13 questions. Vous n'êtes pas superstitieux, donc. Alors je ne vais pas toutes les lister parce que c'est un petit peu, c'est un tunnel de ma part dans lequel je m'enfilerai. Mais vous avez des questions qui sont très diverses. Vous avez le mouvement des Gilets jaunes est-il révolutionnaire? Comment est-on passé du refus des taxes et des impôts à l'ISF? Le RIC est-il la priorité du moment? Sur toutes ces questions, donc sur ces 13 questions, est-ce que vous pourriez dessiner quand même quelques questions prioritaires pour vous? Alors d'abord, moi je pense qu'il y a l'analyse au départ de ce qu'est réellement le mouvement, qui est un mouvement que certains... Le mouvement est-il révolutionnaire? C'est ce que vous dites en premier. Oui, que certains ont qualifié de poujadiste, c'est le moins d'impôts, moins de taxes. Et moi, je crois aujourd'hui, et je ne suis pas de culture libérale, je pense qu'il y en a qui vont peut-être un petit peu sourire en m'entendant, mais je pense que le mouvement moins d'impôts, moins de taxes est ouvertement révolutionnaire parce qu'il remet en cause finalement les piliers des régimes successifs qui nous gouvernent aujourd'hui, qui nous imposent la catastrophe qu'on connaît depuis 30 ans. D'abord, moi je trouve qu'il y avait une remise en cause de l'escroquerie de la transition énergétique, parce que vous aviez un peuple qui dit il n'a rien à foutre de votre transition énergétique. Si le prix de la transition énergétique, c'est de devoir payer le litre d'essence 2 € ou 2,50 € si vous voulez qu'on rende nos bagnoles diesel ou nos bagnoles à essence parce qu'il faut rouler électrique à 10 000 €, et si vous voulez plus que je chauffe au fioul pour sauver la planète, nous, c'est un gigantesque bras d'honneur. Et ça, c'était déjà quelque chose de très fort. Il y avait également, c'est clair que les impôts, les taxes, c'est l'invasion migratoire, même si je présume qu'on va revenir sur cette question. Parlons de submersion migratoire. Le terme d'invasion est quand même trop politiquement incorrect. En revanche, l'ancien ministre Collomb a donné ses titres de noblesse à la submersion migratoire. Donc on peut parler de submersion migratoire, mais pas d'inversion migratoire.
D'invasion migratoire, pardon. D'invasion migratoire. Justement, je ne le ferai plus. Bon, très bien. Monsieur Cassin, justement. Alors, Charles voudrait vous poser une question. Oui, justement, à propos justement de submersion, moi, ce qui m'inquiète sur le terrain, c'est, enfin, je parle juste de Paris, hein, je ne peux pas m'exprimer pour ailleurs parce que je n'y suis pas allé, mais le mouvement est assez phagocyté. Donc, on savait déjà qu'il y avait l'ultra-gauche, mais il commence à être phagocyté justement. On l'a vu avec l'affaire de Monsieur Finkielkraut par un islam plutôt revendicatif, voire vindicatif. Dans le mouvement Gilets jaunes, malheureusement, pour l'instant, c'est marginal, mais ça arrive. On va dire là, effectivement, là, on est dans tous les actes de sabotage du mouvement sur lesquels nous, on va énormément revenir, parce que d'abord préciser que ce mouvement, au départ, on retrouve la France de l'enterrement de Johnny. C'est-à-dire, c'est la France des petits blancs, ouais. C'est la France des petits blancs, et la seule diversité qu'on voit, on la voit plutôt le samedi soir sur les Champs-Élysées, quand il s'agit de faire les courses. Mais c'est tout, quoi. Il n'y a pas du tout de diversité. Vous ne voyez aucune voilée, vous voyez pas de barbus, vous voyez pas de jeunes musulmans, vous voyez rien. Et donc, si on est sur ce sujet, vous avez effectivement aujourd'hui des leaders gilets jaunes, comme par exemple Priscilla Ludowski, qui se permet d'aller en banlieue et qui se permet en banlieue d'appeler à la fraternisation entre les banlieues, et on sait que c'est pas les banlieues ouvrières des années 80 dont elle parle, entre les banlieues et les gilets jaunes. Vous avez eu, quand vous avez ce jeune plombier d'Argenteuil, dont on ne sait pas si c'était un Black Bloc ou pas, parce qu'il en avait quand même toute la tenue, vous avez eu à Argenteuil également le mercredi suivant des banderoles, vous aviez 300 personnes, et des banderoles absolument épouvantables, expliquant que les Gilets jaunes étaient la suite de la révolte de 2005. Juste ce genre de choses. Donc effectivement, là, on est dans la récupération et le dévoiement qui est celui qu'on va expliquer sur d'abord, on va dire, la calomnie contre le mouvement, puisque je rappelle quand même que ce mouvement, au départ, seule Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan le soutiennent. Je rappelle que Clémentine Autain, par exemple, dit qu'elle n'ira pas manifester avec l'extrême droite. Parce que pour ces gens-là, réclamer, refuser l'augmentation du prix de l'essence qui juste touche les classes les plus populaires dans les zones rurales, c'est naturellement être d'extrême droite. Je rappelle les tergiversations de Mélenchon, et quand il voit finalement que le mouvement fonctionne, c'est la grande jonction, et on arrête de parler de la baisse des impôts, on arrête de parler de la baisse des taxes. J'aurais voulu parler du niveau de vie indécent de l'État, qui était quand même également une revendication très forte au départ, et vous voyez apparaître le RIC, qui entre nous n'était absolument pas une revendication au départ. Et vous voyez surtout apparaître des revendications de type syndical traditionnel, comme l'augmentation des retraites, l'augmentation des minima sociaux, et vous voyez apparaître l'ISF. Ce qui signifie qu'un mouvement qui au départ est un mouvement moins d'impôts, moins de taxes, devient plus d'impôts pour les riches, mais pas moins d'impôts pour les pauvres. C'est juste ce qui s'est passé, quoi. Et donc, vous parlez, c'est la troisième question de votre communiqué de presse, comment, je vous cite, comment ce mouvement a-t-il été détourné de son but initial par l'extrême gauche et la gauche ? Là, c'est clair. D'abord sur les revendications que je vous ai exprimées, qui sont surtout parce que ces revendications ouvertement révolutionnaires remettaient en cause quelque part tout le statu quo de l'État, parce que si vous attaquiez sur le niveau de vie indécent de l'État, non seulement vous attaquiez l'immigration, avec un coup quand même, je rappelle que Gérard Pince, mais aussi Jean-Yves Le Gallou interviendront le 17 mars sur ces questions-là, mais il n'y avait pas que l'immigration. Le niveau de l'État, c'est naturellement les privilèges indécents de tous les élus de la République, mais c'est pas que ça. C'est tous les comités Théodule, c'est les gens qui ont 2 réunions par an, mais qui touchent 15 000 euros par mois. C'est un Jacques Toubon, quand on a découvert qu'il touchait 30 000 euros. Tout ça, c'est les Gilets jaunes qui le payent. Et quelque part, c'était tous les protégés, tous les planqués du système qui voyaient leurs privilèges remis en cause. Et donc, il a fallu détourner le tir
finir très rapidement et arriver à c'est ces salopards de riches qu'il faut faire payer davantage. Et on a cessé le moins d'impôts, moins de taxes. Et je vous fais remarquer qu'aujourd'hui, plus aucun des chefs autoproclamés gilets jaunes ne proteste parce que le litre d'essence est en train de revenir vers 1 €. Absolument, oui, tout à fait, tout à fait. Vous parlez également de la répression de ce mouvement, répression à deux étages, c'est un petit peu comme une fusée. D'abord répression policière et ensuite répression judiciaire. Alors oui, les chiffres sont clairs, c'est-à-dire que vous avez aujourd'hui plus de 200 gilets jaunes qui sont emprisonnés. Vous avez un gilet jaune à Caen qui vient de se prendre 3 ans de prison ferme, comme dit Riposte Laïque aujourd'hui, il avait qu'à être Black Bloc ou racaille. Vous avez eu 8000 interpellations. Vous avez un nombre de blessés jamais atteint dans un régime social. J'entendais Jean-Yves Le Gallou qu'on parlait entre ceux qui ont perdu un œil, ceux qui ont perdu des mains et tout. Et vous avez surtout eu la volonté de la part de ce régime de briser par tous les moyens ce mouvement, y compris en utilisant la violence gauchiste, parce qu'on peut quand même s'interroger. Des antifas et des Black Blocs. Voilà, on a vu Vincent Lapierre agressé à Toulouse. Il n'y a toujours aucun de ces agresseurs qui n'est arrêté. On a vu la librairie française agressée dans les rues de Paris. On a les visages des gars, ils ne sont pas arrêtés. On a vu des gilets jaunes subir de nombreuses fouilles. Moi, j'ai des copains qui étaient sur Gisors. Les gars devaient venir en car ou en train à partir de 5 ou 6 heures du matin sur Paris. Vous aviez les flics et les gendarmes qui les ont fouillés, qui leur ont piqué toutes leurs lunettes avant qu'ils montent dans le train. Vous avez tous les gilets jaunes à Paris, Charles de Massieu, qui est régulièrement là, doit le savoir. Tous les gilets jaunes franchissent au moins 3 ou 4 barrages. Et vous avez les Black Blocs et les Antifas qui doivent vraiment être très malins parce qu'ils se retrouvent à un véritable milice de 200 au milieu de la manifestation et ils sont jamais fouillés. Il y avait une baramine au Trocadéro la semaine dernière. Voilà, donc c'est clair qu'il y a une volonté délibérée de ce régime de discréditer un mouvement qui au départ est pacifiste et populaire et d'utiliser les milices gauchistes pour quelque part et le discréditer et dissuader les Français de rejoindre des endroits qui deviennent de plus en plus violents et pas seulement à Paris parce que vous avez des phénomènes semblables à Toulouse ou à Bordeaux. Le président Macron a dit récemment participer à des manifestations gilets jaunes, c'est se rendre complice du pire. Donc c'est manifestement une intimidation grandeur nature là. Oui, on sait que Macron manque pas d'estomac et il l'a encore prouvé parce que le complice du pire, c'est lui. Le complice du pire, c'est justement lui, en instrumentalisant sa police d'une manière où finalement, il y a une coupure aujourd'hui entre le peuple français et sa police. Or, exact. C'était manifestement voulu. Quoi qu'on pense de la police, je pense que le jour où il y aura des émeutes de racailles de banlieue qui ne vont peut-être pas tarder à arriver, on sera peut-être content d'avoir la police qui protège les citoyens. Moi, je vois plutôt les choses comme ça. Donc, Macron est réellement le pompier pyromane dans cette affaire et comme surtout d'ailleurs il se moque ouvertement du monde étant capable de dire totalement le contraire de ce qu'il va faire. À la défense de la police, il y a de nombreux policiers et gendarmes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a les deux, qui expriment en aparté leur lassitude. Bien sûr ils ne le font pas devant des caméras, mais ils expriment leur lassitude. Et nous aurons donc un syndicaliste policier, Michel Toris, invité régulier du Libre Journal. Comme nous aurons donc Maître Pichon pour les avocats, et nous aurons également, parce que le traitement médiatique, c'est le terrain de Jean-Yves Le Gallou, il l'évoquait, mais le traitement médiatique de ce mouvement des Gilets jaunes est quand même exceptionnel. Et là, ça sera Martial Bild qui viendra faire un petit exposé sur cette question. Alors donc, il s'agit vous avez également des tables rondes qui vont réunir des gilets jaunes, des gens de terrain par conséquent. Alors exactement parce que on va dire on a un peu une irritation contre les gilets jaunes autoproclamés, les chefs gilets jaunes autoproclamés, qui parlent de tout sauf de l'essentiel parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment un tel mouvement
comment ce qu'il comportait a pu mettre des gilets jaunes qui, à l'exception d'un seul, mais qui n'est pas toujours présent, qui s'appelle Benjamin Cauchy, qui lui ose de temps en temps mettre les pieds dans le plat. Sinon, moi j'ai le souvenir à une interview à TV Liberté de cette gilet jaune, je crois qu'elle s'appelle Laetitia Delval, qui était donc interrogée par Élise Blaise, qui l'interroge justement sur les impôts, les taxes, il y a l'immigration, et elle répond « Ah non, l'immigration, c'est de la politique, nous on s'occupe pas de politique, on veut pas rentrer là-dedans. On réclame la démission de Macron, mais on s'occupe pas de politique. » Je veux dire, hein. Et donc, oui, pardon. Non, simplement, je voulais insister sur la grande diversité, au sens positif du terme, bien sûr, de vos intervenants. Vous avez également des intervenants étrangers, suisses et italiens. Alors exactement, d'abord parce que Macron a failli faire une attaque quand il a appris que des gilets jaunes et notamment Chalençon qui paraît partir un peu dans tous les sens, mais au moins avait été reçu par Di Maio. Bon, nous on a un contact avec Mario Borghesio, qui est un député européen de la Lega, qui était déjà intervenu, qui avait envoyé un message aux assises sur l'islamisation de nos pays, et donc Mario sera présent pour expliquer justement pourquoi la Lega, il ne parle pas au nom du gouvernement italien, mais la Lega se retrouve totalement dans les revendications des Gilets jaunes. Donc ça c'est intéressant, et comme d'autre part je vous parlais du RIC, nous avons demandé à Uli Windisch, qui est le responsable d'un site que je vous recommande, lesobservateurs.ch. Tout à fait, oui, que je salue, ce sont des amis de Radio Courtoisie. Bien sûr, et de nous expliquer justement ce que sont les votations suisses, les référendums, par rapport à la revendication du RIC des Gilets jaunes, sur laquelle d'ailleurs je vous le cache pas, nous nous interrogeons, puisque Christine Tazin interviendra également pour savoir la revendication du RIC, c'est une bonne ou une mauvaise chose. Vous voyez que nous, il n'y a pas de sujet tabou. Mais surtout, il y aura... surtout deux interventions qui nous paraissent vraiment nouvelles par rapport à Riposte laïque. C'est d'abord, nous avons invité Emmanuel Crène, qui est un conseiller régional FN, qui maintenant est apparenté RN, pardon, moi, vous savez, je suis un nostalgique de l'ancienne époque, moi. Donc, Emmanuel viendra, et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est qu'Emmanuel est plutôt, on va dire, de culture monarchiste. Vous voyez, et malgré tout, Christine Tazin ose, et un monarchiste viendra expliquer pourquoi 2019 ressemble à 1789. Ah oui, en effet. Vous voyez quand même qu'à Riposte laïque, on se permet toutes les audaces. Absolument. Mais surtout, je crois que le point fort, ça sera l'intervention du major Alain Bonte. Écoutez, Pierre Cassan, vous avez 1 minute pour développer ce point, pardon. Alors oui, je vais aller vite. Le major Alain Bonte a sorti donc un livre, L'Espérance, notre rêve pour la France. Et dans ce livre, on va dire que c'est un véritable programme politique qui ne respecte pas du tout les lois de l'ennemi. Et c'est un programme politique qui montre en gros comment le peuple français peut gagner cette guerre qui lui est faite par ses élites. Je recommande vraiment ce livre, L'Espérance, notre rêve pour la France, et le major Alain Bonte sera donc le dernier intervenant sur le thème « Les conditions nécessaires pour gagner la guerre ». Parfait. Mais écoutez, nous avons bien entendu. Est-ce que vous pourriez quand même rappeler les renseignements pratiques pour se rendre à cette conférence ? Alors, ça se passe donc... ces assises, pardon. Ça se passe, et les assises, oui, ça se passe à Rungis. C'est à l'espace Jean Monnet, au 47 rue des Solets, à Rungis. Et pour s'y inscrire, il faut aller sur le site Riposte laïque, donc ripostelaïque.com. En haut à gauche, vous avez de quoi vous inscrire. Alors, juste inscription obligatoire. Inscription obligatoire. Oui, ça nous aide. Ouais. Ça nous aide un petit peu à nous organiser. À part ça, on sait que la plupart de nos amis sont d'incorrigibles Gaulois totalement inorganisés. Qui arriveront sans doute les mains dans les poches. On en est à peu près sûr pour un certain nombre d'entre eux, mais je vous promets qu'on se fait un peu les cheveux blancs quand même et qu'on aimerait bien en voir quand même pas mal qui s'inscrivent, histoire de sentir qu'on va avoir du monde, quoi. Très bien. Il n'y ait pas ceux qui se pointent au dernier moment sans nous l'avoir dit.
Très bien. Bah, écoutez, Pierre Cassan, ça sera le mot de la fin. Merci pour toutes ces précisions et pour votre intervention. Je compte sur vous pour un débriefing, comme on ne dit pas à l'antenne de Radio Courtoisie, concernant ces assises. Absolument, avec plaisir. Ça sera avec beaucoup de plaisir. Merci.